Je m'appelle Claudine. J'avais vécu une existence tranquille et sans éclat avec mon petit ami Mike, dans une relation qui avait vu des jours meilleurs. Nous étions ensemble depuis l'université, un couple attiré l'un vers l'autre plus par la familiarité que par la passion ardente des amoureux étoilés. Nos disputes étaient fréquentes, souvent à propos de l'absence d'intérêt de Mike à planifier l'avenir ou de sa dernière marathon de jeu qui se prolongerait bien dans les heures tardives, me laissant dormir seul. Nous étions deux personnes qui dansaient autour de la conversation inévitable de « Où se leva ?» il sans jamais vraiment prendre la piste de danse. Ce n'est pas qu'on ne se souciait pas l'un de l'autre. C'est juste que quelque part le long de la ligne, nous avons cessé d'essayer de le faire fonctionner. Mes parents, Sue et George, étaient en antithèse de nous. Mariés depuis plus de 30 ans, ils échangeaient toujours des regards tendres et partageaient des plaisanteries privées, leur lien semblant indestructible. Ils étaient ma fondation, l'amour inébranlable auquel j'aspirais de trouver pour moi, même si Sue n'était pas avec Mike. Le soir du crash, je me souviens avoir discuté avec Mike à propos de quelque chose d'aussi trivial que le linge sale non rangé. Il avait promis de le faire, et encore une fois, la promesse était aussi vide que le panier à linge était plein. Ne peux-tu pas faire une seule chose que tu dis que tu vas faire? Je lui avais demandé avec mon exaspération qui étirait ma voix. C'est juste du linge. Claudine, ça sera fait. Éventuellement, il avait répondu, son attention fixée sur l'écran de son ordinateur. L'argument s'était éteint comme d'habitude, sans que nous abordions réellement les problèmes sous-jacents. Plus tard, assise à l'arrière de la voiture de mes parents, la chaleur de leur bavardage était un gant apaisant à la frustration résiduelle de l'argument avec Mike. Ils célébraient une autre année de vie de maman, et leur joie était contagieuse. Puis, le monde a pivoté sur son axe, les phares se sont fondus avec le bruit de métal contre métal, et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, c'était à l'odeur d'antiseptique d'un hôpital, le bip incessant du moniteur cardiaque, et une couverture lourde de crainte. Les mots du docteur étaient cliniques et distants, mais le message était clair. Mes parents n'ont pas survécu, et mes jambes parfaitement normales, prises pour acquises, ne me porteront peut-être plus jamais. La vérité s'est installée comme une pierre dans mon estomac. Je me suis retrouvée soudainement, terrifiante seule. Mike, l'homme avec qui je venais de me disputer à propos du linge, était maintenant ma seule connexion à une vie avant l'accident. La vie où ma plus grande inquiétude était de savoir s'il trierait les blancs de couleur. Au fur et à mesure que la réalité de l'absence de mes parents et de mon éventuelle paralysie a commencé à s'enregistrer vraiment, un désespoir creux s'est enraciné en moi. Le futur, autrefois un paysage de possibilités, semblait maintenant un champ stérile. La chambre d'hôpital était une bulle où le temps s'écoulait à la fois trop rapidement et pas du tout. Après ce qui m'a semblé une éternité de murs blancs et de silence résonnant, Mike est entré, ses parents derrière lui. Janet et Bob, un front uni de préoccupations maladroites. L'atmosphère était chargée d'une solennité qui a fait chuter mon cœur encore plus bas si c'était possible.
Mike a tiré une chaise à côté de mon lit et a pris ma main, son habituel courage absent. Ses parents se tenèrent près de la porte, un front uni de préoccupation maladroite. « Salut !» Et Mike a commencé, sa voix un chuchotement rugueux. J'ai beaucoup réfléchi, en fait. Réfléchir? Et j'écho ma voix terne. Tu penses? Et j'écho ma voix assourdie. À quoi? À nous à monter, il dit, et ses yeux ont rencontré les miens, remplis d'une émotion que je n'ai pas pu tout à fait situer. Tout cela, ça m'a fait voir à quel point la vie peut être courte. Je voulais dire quelque chose, poser une question, mais les mots semblaient rester coincés dans ma gorge. Je ne veux plus attendre le moment parfait maintenant, parce qu'il ne peut être jamais venir à... Tiens, il poursuivit, serrant ma main. Ce que j'essaie de dire est, ce que tu m'épouseras. Claudine. La question planait dans l'air, lourde et inattendue. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, surtout maintenant. Je cherchais son visage pour un signe de l'impulsif Mike que je connaissais, l'un qui agissait d'abord et pensait ensuite. Mais tout ce que je voyais, c'était de l'earnestness. Sa mère, Janet, a fait un pas en avant, les mains jointes devant elle. Nous voulons que tu fasses partie de notre famille. Claudine, nous prendrons soin de vous. Et ce n'est pas par pitié, Bob a ajouté rapidement. C'est parce que nous t'aimons et nous voulons te soutenir, Claudine, dans cette démarche. J'étais abasourdi, mon esprit tourbillonnait. Cela a été un lifeline, inattendu, et peut être même un peu imprudent, mais un lifeline tout de même. Je regardais Mike, vraiment le regardais, et vis non seulement mon petit ami parfois immature, mais un homme offrant son soutien dans le moment le plus incertain de ma vie. Mike, Ma voix s'est estompée alors que j'essayais de rassembler mes pensées. C'est bon. Oh, tu n'as pas à décider tout de suite. Je voulais juste que tu saches comment je me sens. Ah, il dit, son pouce traquant des cercles sur le dos de ma main. J'ai pensé à mes parents, à l'amour et au soutien inébranlable qu'ils avaient toujours montré. Et ce ne serait pas ce qu'ils auraient voulu. Que je sois aimé et choyé, quoi qu'il arrive. Mac, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve à nous. Mais oui, je me suis retrouvée à dire les mots plus forts que je ne le ressentais. Oui, je t'épouserai. Un sourire, le premier que j'avais vu depuis des jours, s'est répandu sur le visage de Mike. Janet a laissé échapper un petit sanglot, couvrant sa bouche de sa main, et même les yeux de Bob brillèrent de larmes refoulées. Déménager dans la maison de mes parents avec Mike aurait dû être un nouveau départ, un nouveau chapitre. La maison était trop grande pour une seule personne, et partout où je regardais, j'ai vu des souvenirs de mes parents. Je pensais que d'avoir Mike avec moi remplirait certaines de ces espaces si vite, mais je me rendais vite compte que sa présence était un rappel de ce qui manquait, pas un remplacement. Les premiers jours, il était attentif, en vérifiant toujours si j'allais bien, s'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin à portée de main. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'attention de l'époux attentionné a commencé à s'user.
Mike a commencé à passer plus de temps sur son ordinateur, ses écouteurs sur les oreilles, me fermant à clé. Un soir, alors que je manœuvrais mon fauteuil roulant dans la cuisine, je l'ai trouvé en train de regarder fixement son écran. Mike, tu pensais à chercher un nouveau travail? Je lui ai demandé, en essayant de garder mon ton léger. Les assurances ne couvriront pas tout, et les factures commencent à s'empiler. Il n'a pas détourné le regard de l'écran. Je t'en excuse. Je prends soin de toi maintenant. C'est mon travail. Mais je peux prendre soin de moi pendant la journée. Je repoussais, ressentant une pointe de frustration. Tu n'as pas besoin d'être ici tout le temps. Je commençais à peine à lui faire face. Son expression, une combinaison d'irritation et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'est ce que tu veux de moi? Hein? Je suis là, n'est-ce pas? Être physiquement ici n'est pas la même chose qu'être présent. Mike, j'ai besoin d'un partenaire, pas seulement d'un colocataire. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le carrelage. Tu sais quoi? Peut être que j'ai aussi besoin de plus toi. Peut être que je n'étais pas faite pour être une infirmière dévouée. Et ces paroles me piquaient, et je le regardais partir, la porte claquant derrière lui. Je me retrouvais seule dans le silence de la cuisine, le poids de ses paroles retombant sur moi comme de la poussière. Je n'étais pas seulement seule, j'avais aussi un sentiment de solitude. Cette nuit, là, alors que je restais étendue dans mon lit à regarder le plafond, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle notre petite lune de miel s'était terminée. Les vœux que nous avions échangés semblaient en venir d'une autre vie. Le Mike, qui avait doucement promis d'être à mes côtés, dans la maladie et la santé, me semblait être un étranger maintenant. Au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, ses absences se prolongeaient et ses excuses s'amincissaient. Il était soit avec des amis, soit plongé dans un monde numérique qui ne semblait pas avoir de place pour moi. Je me sentais être un obstacle dans sa vie, un fardeau qu'il n'avait pas anticipé. Un jour particulièrement dur, quand la douleur était forte et que la maison ressemblait plus à un mausolée qu'à une maison. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'attends Mike. J'ai appelé. C'est toi? Oui, c'est moi. Il répondit, sa voix étant éloignée. Je vais juste prendre quelques affaires, puis je repars. Tu sors avec des amis? Je l'ai demandé, essayant de dissimuler la douleur dans ma voix. Il s'est arrêté, les clés à la main, et a soupiré. J'ai besoin d'espace, d'accord? Ce n'est pas facile pour moi non plus, tout ça. J'ai acquiescé, retenant mes larmes. Je sais. Je pensais juste qu'on pouvait être passé un peu de temps ensemble. Comme avant. Il a hoché les épaules, évitant mon regard. Peut-être quand tout se sera un peu calmé. Je dois y aller. Chaque jour qui passait, la maison me semblait de plus en plus vide. Une vaste pièce remplie de silence et le fantôme de jours meilleurs. Ce n'était pas seulement l'absence de Mike ou le silence laissé à la suite des voix de mes parents. C'étaient les petites choses qui ont commencé à disparaître. Un vase que ma mère aimait, un cadre argenté encadrant une photo de famille, un tableau qui avait l'habitude d'être accroché dans le couloir.
Je l'ai d'abord remarqué lorsque j'essayais de me distraire avec des souvenirs. Je me suis déplacée dans le salon avec l'intention de regarder à travers les albums photos. Mais lorsque mes yeux ont balayé la pièce, ils sont tombés sur la tache nue de mur où le tableau avait été. La confusion a noué mon front. Mike, j'ai appelé, ne sachant pas depuis quand il était sorti. Il n'y avait pas de réponse, et le vide de la maison semblait me faire écho. Ce soir, là, lorsque Mike est rentré, je lui ai demandé, avez-vous vu le tableau paysage qui était autrefois dans le couloir? Il jeta à peine un coup d'œil depuis son téléphone. Oh, cette vieille chose. Oui, il était poussiéreux, et je pensais que nous pourrions utiliser l'espace pour autre chose. Quelque chose à propos de son rejet décontracté ne m'a pas semblé correct. Mais c'était le préféré de ma mère. Et, je dis, un frisson d'inquiétude dans ma voix. Il a hoché les épaules, son attention toujours à moitié sur son écran. Nous pouvons obtenir un autre tableau. Et, c'est sans importance. Mais c'était une grosse affaire. Les objets qui ont disparu ensuite étaient indéniables. Des choses qui étaient trous dans ma famille depuis des années. Un après midi, je surpris Janet, la mère de Mike, en flagrant délit. Elle se dépêchait dans le salon avec un grand sac poubelle noir. Janet, qu'est-ce que tu fais? Demandai je, la voix coupante d'alarme. Elle sursauta, un rougissement coupable remontant son cou. Oh, juste un grand nettoyage de printemps, Cet endroit est encombré de tant de vieilles choses. Mais ce sont mes affaires, protestai, mon rythme cardiaque s'accélérant. Oh, oh, se moqua. Dit elle, sa voix douce et malade. Nous ne faisons que rendre les choses plus agréables pour vous. Vous nous remercierez plus tard. Je l'ai surveillée comme un faucon chaque fois qu'elle a visité après cela, mais les vols sont devenus plus sournois, plus calculés. Et chaque fois que j'en parlais, j'ai été accueillie avec des assurances que c'était pour mon propre bien. Une nuit, allongée dans mon lit, je me tournai vers Mike qui faisait défiler son téléphone comme c'est devenu son rituel du coucher. Mike, tes parents ont commencé à prendre des choses dans la maison. Mes affaires. Il soupira enfin, posant enfin son téléphone et me faisant face. Regarde. Anne et Pastor que nous devrions regarder vers l'avant, pas en arrière. Ils essaient juste de soulager un peu la charge pour toi. J'avais envie de crier, de me mettre en colère contre le volume, le manque de respect. Mais j'étais fatiguée de me battre, fatiguée de remettre en question ma propre santé mentale. Ce n'est pas ce que je veux, soufflait. La lutte s'échappant de moi. Mike passa sa main sur ma main, un geste qui me sembla plus condescendant que réconfortant. Essaie de dormir. Les choses iront mieux demain matin. Les choses iront mieux demain matin. Je n'en pouvais plus et me confiai à Anna, ma meilleure amie qui était également thérapeute de massage. Elle m'avait aidé dans ma réadaptation, ces visites étant une source rare de soulagement. Anna, des choses disparaissent dans la maison, lui confiait, pendant qu'elle travaillait sur mes muscles raides. Et je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment que Mike et ses parents en sont à l'origine.
Anna s'arrêta, ses mains restant sur mes épaules. Ah, tu parlais à Mike de ça? Je l'ai fait, mais il l'évacue d'un revers de main. Dis que ces séparances nous aident à s'en désencombrant. J'ai laissé échapper un rire creux. Mes choses sont seulement les affaires de ma famille qui disparaissent. Les sourcils d'Anna se froncèrent en dessous. Ce n'est pas juste ça. Alors, veux-tu que je fasse quelque chose? Peut-être venir plus souvent. Garder un œil. Cette idée a fait naître en moi un plan qui s'est formé à partir des braides de ma frustration. Pourrais-tu, je ne sais pas, être m'aider à installer une sorte de caméra ou quelque chose pour enregistrer ce qui se passe quand je ne suis pas dans la pièce? D'un signe de détermination. Anna acquiesça. Je t'apporterai quelque chose demain. Nous allons découvrir ce qu'il se passe. Comme promis, Anna est revenue le lendemain avec des petits appareils enregistrement discrets qu'elle a installés à des endroits stratégiques de la maison. Cela m'a semblé sortir d'un film d'espionnage, et si je n'avais pas été désespéré par la vérité. Quelques jours plus tard, Anna est revenue avec les enregistrements, et nous nous sommes assis pour écouter. Les voix de Mike et de ses parents ont rempli la pièce, et le sang dans mes veines s'est transformé en glace à mesure que leur complot se déployait à travers leurs conversations décontractées. Et une fois que nous l'aurons fait admettre, la maison et tout ce qu'il y a dedans seront à nous, a déclaré la voix de Mike, claire et froide. Oui, l'endroit se vendra à prix d'or, et toutes ces antiquités, purement profitables, a ajouté sa mère, son ton plein d'avidité. Nous devons juste nous assurer que Claudine ne se doute de rien, avant que tout ne soit en place, a ajouté son père. Des larmes coulaient sur mon visage alors que j'écoutais leur trahison. Ces gens qui avaient promis de me prendre en charge, d'être ma famille, mourir d'une intrigue contre moi. Oh. Anna a tendu la main, sa main serrant fort la mienne. Nous devons faire quelque chose. Claudine a dit, elle dit, sa voix empreinte de colère. J'essuyai mes yeux, le chagrin rapidement remplacé par une résolution d'acier. Nous le serons. Je ne vais pas les laisser s'en sortir ainsi. Le matin suivant l'écoute des enregistrements. J'ai essayé d'agir normalement, mais chaque mot qu'il disait, chaque sourire qu'il donnait, semblait être un mensonge. C'est au petit déjeuner que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. L'habituel bruit de la ville qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte faisait défaut. Je me suis déplacée en fauteuil roulant pour voir ce qui se passait, seulement pour constater que les rampes qui me permettaient d'accéder au jardin avaient disparu. Mike, j'ai crié, ma voix était parcourue de panique. Où sont les rampes? Il est entré dans la pièce, affectant l'ignorance. Les rampes? Oh, elles avaient roué un peu usées. J'ai pensé qu'elles avaient besoin d'être réparées. Je l'ai regardé l'homme que je croyais connaître. Et tu ne m'as rien dit. Comment suis-je supposé me déplacer? Son regard était éviteur, alors qu'il haussait les épaules. Je pensais juste que ce serait plus sûr si tu restais à l'intérieur pour l'instant. Tu sais, jusqu'à sauf qu'on ait de nouvelles. La pièce me donnait le tournis, pas seulement à cause de ma blessure. Blessure ou piégé? Les mots ont glissé avant que je ne puisse les arrêter.
Il n'a pas répondu, s'est simplement retourné et est parti, me laissant bouillir dans un mélange de colère et d'impuissance. Plus tard, lorsque je l'ai interrogée à ce sujet, Janet a été doucereuse avec une fausse inquiétude. Nous ne faisons que prendre soin de toi, chérie. Nous ne voudrions pas que tu aies un accident. J'ai éloigné sa main, ressentant la piqûre de leur tromperie. Je n'ai pas réalisé que le fait d'avoir besoin de rampe constituait un danger. Les yeux de Janet se sont durcis pendant un instant avant qu'elle ne retrouve son calme. C'est pour le mieux. Cette nuit-là, alors que je gisais dans mon lit, l'obscurité était oppressante. Mike était dehors à nouveau, probablement noyant sa culpabilité dans de la bière bon marché et des sensations bon marché. J'ai saisi mon téléphone, l'écran étant une petite balise dans l'obscurité, et composé le numéro que Anna m'avait donné pour les situations d'urgence. Anna, hey, j'ai chuchoté lorsqu'elle a décroché. Ils ont enlevé les rampes. Je suis littéralement piégée dans ma propre maison. Sa voix était ferme, un fil de vie dans la mer agitée dans laquelle je me noyais. Accroche. Toi, je vais passer des coups de fil. Et le lendemain. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu sonner à la porte. Mon cœur s'est emballé, tandis que je me dirigeais vers l'entrée. C'était Anna, accompagnée d'un homme et d'une femme vêtus de costumes froissés et d'expressions sévères. Ils venaient d'une organisation locale de défense des droits des personnes handicapées, venus évaluer ma situation de vie. À leur côté se trouvait mon avocat, Monsieur Hammond, serrant un étui en cuir. Nous devons d'abord établir les faits. Je devrais voir la maison, la comparer à l'inventaire des biens de tes parents. Alors que nous traversions la maison, les représentants du service prenèrent des notes. Leur désapprobation, évidente face aux rampes manquantes et au mépris flagrant de mon bien-être. Mike est entré dans le tumulte, l'étonnement gravé sur son visage. Qu'est ce qui se passe? Qui sont ces gens? Je l'ai regardé. Vraiment. Je le regardais. En laissant peser tout le poids de mes mon honneur et aussi de Je reprends le contrôle. C'est mon avocat. Et ce sont des défenseurs des droits des personnes handicapées. Ils sont là pour s'assurer que ma maison est sûre et que mes droits soient respectés. Janet et Bob se sont joints à la mêlée, la confusion se transformant en peur lorsqu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Emily, chérie, de quoi s'agit? Il s'agit de mes droits, de ma maison et de la vérité. Je dis, ma voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Monsieur Hammond est ici pour confirmer l'inventaire de mon héritage. Monsieur Hammond a ouvert sa mallette, sortant des documents et des photographies. Nous avons des registres détaillés de tous les objets légués à Madame Harper. Il semble qu'il manque plusieurs objets. Le visage de Bob a blêmish. Maintenant, Claudine. Je suis sûre que tout cela n'est qu'une méprise. Il n'y a pas de méprise. Et je ne dispose pas que d'objets manquants à évoquer. Les parents de Mike se sont regardés, le semblant des beaux parents aimants s'effondrant devant mes yeux. Mike est resté là, silencieux, la réalité de la situation se révélant à lui. Anna s'est approchée de moi. Nous avons également des preuves des conversations que vous avez eues concernant le bien-être et la propriété de Claudine.
Les avocats du service d'aide aux personnes handicapées se sont manifestés. Empêcher l'accès aux rampes est une violation directe des droits de Madame Harper. Nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Tandis que Monsieur Hammond exposait les preuves de leur volume et de leur projet pour mon avenir. J'ai vu le piège dans lequel j'étais embourbé de l'extérieur. Mais maintenant, les rôles s'étaient inversés. Je n'étais plus la victime dans leur jeu, j'étais celui qui tirait les ficelles. Mike a finalement trouvé sa voie. M.I. Je peux expliquer, mais j'ai secoué la tête. Épargnez Milo. Mike, j'en ai assez entendu. Janet a commencé à pleurer, et Bob a mis un bras autour d'elle, mais il n'y avait pas de réconfort à trouver dans leur tromperie. Le jour du procès a été une consécration de tout ce que j'avais enduré. La salle d'audience était austère, l'air épais de tension. Mike et ses parents étaient d'un côté, ressemblant peu à la famille qui m'avait autrefois promis de prendre soin de moi. J'étais de l'autre côté, avec Anna à mes côtés, et Monsieur Hammond, prêt avec son porte-document rempli de preuves. Au fur et à mesure que les procédures sont commencées, le juge nous a regardés depuis son banc, sa regard s'attardant sur moi pendant une seconde. Nous sommes ici pour examiner les preuves concernant les allégations de volume et l'exploitation préméditée de Claudine Harper a.t., il dit. Les preuves étaient accablantes, et la famille de Mike ne pouvait guère faire plus que se tortiller sous le poids de leur propre tromperie. Janet et John doucement, Stig et John jouant la bande, sont de l'effondrement de leur complot. Nous ne voulions pas que les choses aillent aussi loin, à Titi. Elle soupirait lorsqu'Estor venu son tour de parler. La voix du juge était ferme alors qu'il s'adressait à eux. Vous avez profité d'une personne vulnérable. Il n'y a pas d'excuse pour vos actes. Mike s'est levé, sa voix presque inaudible. Désolé. Et je ne voulais jamais te faire de mal. J'ai regardé vers lui, l'histoire que nous avions partagée se déroulant en un éclair devant mes yeux. Désolé n'est pas suffisant. Mike, tu as choisi ce chemin. Le marteau est tombé comme la dernière parole sur la vie que j'avais autrefois connue. Mike et ses parents ont été reconnus coupables. Des réparations ont été ordonnées, et ils n'ont pas eu le droit de me contacter à l'avenir. Avec l'aide d'Anna et d'une équipe dédiée, j'ai commencé la physiothérapie. Chaque petit mouvement était une victoire, chaque pas un témoignage de ma résilience. Mes jambes, autrefois sans vie, ont recommencé à picoter d'une nouvelle force. Un jour, alors que je parvenais à me tenir debout avec l'aide de barres parallèles, Anna m'a encouragée. Regarde-toi. Claudine, vous faites cela. Le sourire sur mon visage était reflété dans le sien. Je le suis, n'est-ce pas? La joie débordait d'un endroit que je pensais avoir été brisé au-delà de toute réparation. Et alors? J'ai avancé un jour à la fois. La maison qui était auparavant un mausolée de ma vie passée a été progressivement transformée en un foyer, un sanctuaire où je me suis rétablie et renforcée.